Donc Jean-Marie Pell, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'Institut européen d'écologie et professeur émérite à l'Université de Metz. Est-ce que vous êtes, à travers vos fonctions habituelles, amené à traiter les questions de la biodiversité? C'est un thème qui nous concerne à l'Institut européen d'écologie, surtout en ce qui concerne les végétaux. Alors, la thématique de la biodiversité est pour l'essentiel entre les mains des zoologistes. D'ailleurs, il est significatif que les 4 intervenants précédents dans nos rencontres étaient des spécialistes du monde animal. Nous sommes, nous, des gens du monde végétal. Et le monde végétal n'est pas très présent, il faut bien le dire, dans ces préoccupations. Parce qu'on a plutôt tendance à considérer qu'il y a une exubérance du végétal et que les menaces sur l'animal sont plus visibles, plus immédiatement visibles, surtout quand il s'agit d'animaux emblématiques comme l'ours polaire, le panda, où il y a en plus une charge émotionnelle qu'on ne trouve pas du tout en ce qui concerne les végétaux. Donc nous avons en effet à l'Institut européen d'écologie, parmi d'autres pistes, celle-ci, la protection de la biodiversité végétale. D'accord, alors justement sur ces questions de biodiversité végétale, est-ce qu'on a constaté une crise aussi apparente qu'on a pu le constater dans le monde animal? La crise est partout. Il y a des espèces végétales qui disparaissent. J'ai fait avec Jean-Pierre Cuny une série télévisée qui s'appelle toujours L'aventure des plantes, et qui d'ailleurs est sur Internet maintenant. Et nous avons traité ce sujet. Alors, si j'évoque cette anecdote, c'est parce qu'elle est tout à fait significative. Il fallait que nous puissions montrer à la télévision une espèce végétale disparue. Et j'ai choisi de montrer une très, très jolie plante, un hibiscus, de l'île Rodriguez, dans les Mascareignes, considérée et portée disparue depuis déjà très longtemps, dont on n'avait que le cadavre sur une planche d'herbier au muséum. Et donc nous avons montré cette plante, nous avons accompagné la présentation d'une sonnerie aux morts pour l'honorer à titre posthume. Et puis cette plante est réapparue. Il y a quelques années, on l'a retrouvée. Et donc c'est pas toujours évident de dire qu'une plante, ou d'ailleurs un animal, a définitivement disparu. La prudence exigerait qu'on ne le voit pas pendant très très longtemps avant qu'on puisse affirmer la disparition. Ceci étant dit, il y a évidemment des plantes qui disparaissent, comme les animaux, mais surtout dans des îles où les plantes sont en quelque sorte paisiblement présentes, sans forte compétition entre elles. Alors lorsqu'arrive une plante très compétitive, elle fait des dégâts, et il y a là absolument des risques de disparition de ces plantes insulaires qui sont souvent des endémiques et qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. C'est là qu'il y a le plus grand risque. Le deuxième risque est lié aux plantes invasives. Il y a certaines espèces qui ont une capacité d'invasion extraordinaire. Une plante aquatique comme la jacinthe d'eau peut couvrir en l'espace de 24 heures des superficies considérables dans les pays chauds. Le marché de Bangkok, eh bien, tous les matins, il faut éliminer les jacinthes pour pouvoir passer en bateau. Donc ces plantes-là, évidemment, éliminent des compétitrices qui n'ont pas le niveau de compétition suffisant. Alors on connaît à peu près une centaine de plantes invasives. Et en Afrique du Sud, par exemple, on est très attentif à ces invasions parce que la diversité végétale est très grande, parce qu'il y a beaucoup d'endémiques et parce qu'il y a une tradition culturelle qui fait qu'on avait considéré les coexistences avec le fameux apartheid comme des compétitions entre groupes humains. Et ils ont gardé cette idée de la compétition, plus du tout au niveau humain naturellement, mais au niveau des plantes.
et bizarrement, ils mettent en œuvre des stratégies pour éliminer les invasives. Est-ce que au niveau des plantes, justement, enfin on va parler des végétaux en général, est-ce que l'agriculture moderne, est-ce que les pesticides, est-ce que les OGM ont une incidence au niveau de la biodiversité? Alors en ce qui concerne l'érosion de la biodiversité végétale, les pesticides ont un rôle considérable. Il y a des herbicides. Qui dit herbicide dit je tue des herbes. Bon, en l'occurrence, on pense ainsi tuer des mauvaises herbes. J'ai fait un herbier quand j'étais en première année de pharmacie, pendant mes études. J'ai ramassé des plantes sauvages dans mon village en indiquant le nom français, latin, le lieu de la récolte, la date de la récolte. C'est comme ça que nous procédons dans le monde de la botanique. Si je retourne maintenant 55 ans plus tard, alors ce qui est très frappant, c'est que la plupart de ces plantes ne sont plus là. Il y a des graminées, mais les gentilles petites fleurs sauvages ont complètement disparu. Complètement. Complètement dans ma région où il n'y a pas de haies et où par conséquent il n'y a pas de zones protégées qui peuvent être des refuges. Alors elles ont complètement disparu et immédiatement on pense aux abeilles qui disparaissent aussi. Ben, il y a un lien entre les deux. Il y a une étude très savante qui a été menée par les Anglais et les Hollandais et qui ont montré le parallélisme entre la disparition des abeilles et le recul des populations de petites fleurs sauvages qui nourrissaient ces abeilles. Et alors la conclusion de l'étude est très amusante parce qu'ils ont dit est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de fleurs que les abeilles n'ont plus les moyens de se nourrir et donc tentent à disparaître? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup d'abeilles qui ne font plus la pollinisation que les plantes disparaissent? En fait, les deux populations s'effondrent en même temps. Et le risque, c'est évidemment la disparition des abeilles. Donc vous voyez que tout se tient. Quand les petites fleurs qui contiennent du nectar, qui servent à faire le miel, disparaissent, eh bien les abeilles disparaissent en même temps. Et pas seulement les abeilles, d'autres insectes aussi. C'est lequel qui est responsable? C'est un peu l'œuf et la poule? Alors, c'est l'œuf et la poule. Ce qui est en tout cas sûrement responsable, c'est l'homme, parce qu'avec les pesticides, on a réduit considérablement les populations. Il y a un exemple très frappant pour qui connaît un tout petit peu la nature. Dans les champs de blé, les moissons, il y avait toujours de petites herbes avec de très jolies fleurs, dont le bleuet est un petit peu l'espèce emblématique, mais il y en avait 5 ou 6. Ça s'appelait des messicoles, ce qui veut dire « je pousse dans les moissons ». Bon, mais il y a toujours des moissons, mais il n'y a plus de messicoles. Elles ont disparu. Mais on arrose beaucoup avec des pesticides, les moissons. Donc c'est en tout cas, sans aucun doute, une cause sans doute majeure de la disparition des espèces végétales. Et puis il y a bien entendu aussi une autre cause, c'est les grands travaux de génie civil. Il est bien clair que lorsque on modifie fondamentalement une zone forestière, en Amazonie par exemple, quand les arbres disparaissent, il y a des plantes qui sont inféodées à ces arbres, comme d'ailleurs des insectes, beaucoup d'insectes, qui disparaissent en même temps. Et puis les Indiens, ils disparaissent aussi, parce qu'ils ne peuvent vivre que dans la forêt. Sinon, dans les réserves, c'est l'alcool, et puis c'est très vite les accidents de santé majeurs. Et puis quand ils disparaissent, leur savoir remarquable en matière de plantes médicinales est très valable, comme nous l'avons montré dans notre institut depuis de nombreuses années, disparaît aussi. Donc tout se tient. Et c'est ça l'idée de biodiversité. Il y a des liens entre le maintien de la biodiversité et le maintien de l'ethnodiversité, qui est la diversité des cultures. Et tout ça part en même temps, si nous n'y veillons pas. Alors je reviens justement sur, je dirais, l'enjeu de ces journées, ces premières journées de la biodiversité. C'était d'abord communiquer auprès des journalistes. Pour vous, quel est le message essentiel à faire passer aujourd'hui et comment le faire passer auprès du grand public? Alors je crois que si j'étais journaliste, je pense que je m'appuierais sur des histoires qu'on raconte. Bon, l'histoire des abeilles, par exemple, pour montrer comment ça fonctionne. Les gens ne le savent pas.
Souvent, quand on parle de biodiversité, on dit il y a tant d'espèces, 1 800 000 connues, elles disparaissent à tel rythme, mais le commun des mortels se dit au fond, si un petit insecte ou un petit oiseau disparaît, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que l'idée des interrelations entre les espèces, qui est la définition exacte de l'écologie, n'est pas très présente. Et donc je pense que dans la presse, ce qui est important, c'est de donner des exemples où petit à petit, la culture change et les lecteurs s'aperçoivent de ces interrelations subtiles qui nous touchent, comme c'est le cas de l'exemple que j'ai donné. Et nous avons beaucoup insisté auprès des scientifiques qui étaient parmi nous pour qu'ils apportent de telles histoires. Et chacun en a apporté quelques-unes. Et je pense que ce type de message est tout à fait important. Il y a un deuxième message qui est très important, c'est d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que notre utilité à nous, c'est-à-dire les plantes qui nous sont utiles et qu'évidemment on ne voudrait pas voir disparaître, mais que d'autres plantes qui ne sont pas immédiatement utiles peuvent le devenir. Et donc il y a un risque à les voir disparaître aussi. Il y a un exemple tout à fait frappant, c'est l'if, qui est un conifère que tout le monde connaît, qui fait les petites boules rouges, qui est dans tous les parcs et jardins, qu'on a beaucoup éliminé des forêts parce que c'est une plante extrêmement toxique. Elle aurait pu disparaître. Dieu merci, les jardiniers l'ont conservée en l'installant dans les parcs. On ne fait pas de salade avec l'if, donc on ne s'empoisonne pas. Mais si on en consommait un tout petit peu, on mourrait. Si cette plante avait disparu, nous n'aurions pas eu le Taxol et le Taxotere, qui sont 2 médicaments majeurs du cancer, que nous n'aurions jamais eu. Donc une plante qui n'a aujourd'hui pas d'utilité peut en requérir, en attraper, en avoir une autre plus tard. Il y a un petit riz nain qui n'était pas cultivé du tout et qu'on a réussi à utiliser pour protéger un autre riz qui subissait l'attaque de petits champignons, et quand on a croisé les deux, le riz fragile a été renforcé par le riz modeste qui pourtant était résistant. Donc il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas immédiatement une activité et un intérêt, mais qui peuvent en acquérir. Et puis il y a le fait qu'il y a toute la trame de la vie, c'est-à-dire que chaque plante joue un rôle dans l'équilibre global de la nature. Bon, ça c'est une deuxième idée. Ensuite, il y a une troisième idée, c'est de montrer ce qui marche. C'est très important. Bien, la presse, évidemment, met en scène ce qui ne marche pas. Mais il est important de donner des bons exemples où on a réussi à sauver telle espèce, où on a réussi à protéger tel milieu, parce que la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des écosystèmes. Comment on a réussi à protéger un écosystème? Comment un écosystème est devenu producteur de services éminents? Comment à Munich, ils ont installé sur les zones de captage de l'eau potable des agriculteurs bio qui ne polluent pas du tout, qui n'utilisent pas de pesticides, qui n'ont que 2 vaches à l'hectare, et qui du coup maintiennent la nappe dans un état parfait. Et grâce à ce système-là, la ville de Munich n'a pas besoin de construire une usine d'épuration, elle ne coûte pas cher, elle est de qualité et ils ont de la nourriture bio. Donc les services rendus, voilà des exemples qui doivent être mis en avant. Et puis alors il y a une dernière idée, moi qui m'est très chère, c'est que la biodiversité, c'est le constat que nous sommes tous différents et que dans la nature, toutes les espèces sont différentes et que tout le monde vit ensemble. Et que par conséquent, dans l'ethno-diversité, il devrait en être de même. Ce qui suppose qu'il y ait le respect de la différence et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et à partir de là, le dialogue, fondé sur un respect et une tolérance. Et à partir de là, le maintien de la paix. Ça, c'est une valeur, cette fois-ci, disons, morale et éthique, que l'on peut asseoir sur ce constat que la nature et les cultures sont effectivement diverses.